On pose toujours la même question à nos invités. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer, quelque chose qui se veut impérissable ou qui sera disponible peut-être après toi? C'est pas un conseil, c'est juste désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et bon courage. C'est ça On ton vous conseil? aime. Ouais, bon courage, on vous aime, désolé. Un conseil pour les jeunes générations? Quelqu'un, je ne sais plus qui, un jour a dit c'est un mauvais arbitrage du temps que de passer, quand on a 1 heure, 50% du temps à poser un problème et 50% du temps à le résoudre. En fait, il vaut mieux passer 95% du temps à poser le problème parce que derrière, on n'aura besoin que de 5% du temps pour le résoudre. Donc, dans la ligne de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, je crois que sur ces problèmes qui sont des problèmes nouveaux, qui demandent des changements conceptuels importants, qui demandent de bien comprendre de quoi on parle, qui demande d'être capable de bien faire la différence entre ce qui va se prolonger à l'avenir et ce qui ne peut pas se prolonger à l'avenir, j'ai envie de dire que le premier conseil, c'est de bien comprendre la situation dans laquelle on est. Parce que le métier que je fais aujourd'hui en est la conséquence. Tous les gens que j'ai vus s'organiser d'une façon que je considère être pertinente, ils sont passés par cette phase. Donc ça ne donne pas la solution qui est devenez jardinier, devenez élagueur, devenez conducteur de poids lourd, je sais pas quoi. Par contre, ça permet de se forger sa propre opinion sur la façon de piloter son avenir. Donc le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est documentez-vous, mais correctement. Donc malheureusement, passer l'étape des médias, c'est pas suffisant. Essayez de mettre la chose en cohérence. C'est-à-dire, tant que vous avez une réponse qui n'est pas cohérente, c'est que vous n'avez pas fini de comprendre. Donc il faut continuer à creuser. Méfiez-vous d'un tout un tas de choses, dont la théorie du complot. Parce que moi, ça ne m'a jamais aidé à avancer. Donc essayez Lesquelles? Il y en a plusieurs. Pardon? Il y a plusieurs théories du complot. Oui, d'une manière générale. Vraiment, je pense que le point important, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui est neuf dans la situation actuelle. Parce que tant qu'on n'est pas passé par là, encore une fois, on ne voit pas ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer. Richard Francis Burton, n'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous n'êtes libre que, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et cette capacité à avoir son législateur intérieur, et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous vivez dans les dogmes quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où nous avons, pour la plupart, dans le monde riche, un toit. Mais nous n'avons pas encore un toit intellectuel. La capacité à construire sa propre maison est un moyen d'émancipation. Mais la capacité à construire sa propre maison intellectuelle l'est encore plus. Donc ne vous laissez absolument pas dominer par des modes de pensée ou par des conditionnements. C'est tous les travaux d'Idrisha que j'encourage vivement les internautes à lire. Ne vous laissez pas piloter par le conditionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis un homme libre. Quelque chose qui pourrait devenir peut-être impérissable si on arrive à avoir suffisamment d'énergie pour alimenter nos data centers. Ouais, alors après on fera du stockage sur ADN, il paraît qu'on va travailler avec les séquenceurs. Ouais. Mais ça c'est comment on fait pour augmenter le stockage sur ADN, on multiplie le nombre de séquenceurs, c'est tout, on ne sait pas faire autrement. Non. Donc ça sera quand même compliqué. Je dirais, méfiez-vous des sirènes technologiques, des bonimenteurs d'avenir technologique radieux, qu'ils soient de la Silicon Valley ou d'ailleurs. Voilà. Vous pensez à qui? Musk, les transhumanistes Laurent à la Kurzweil. Oui, ça me parle, bien sûr. Il est pas... Oui, je l'ai vu aussi chez vous. Et, ça me parle, mais il n'est pas tout à fait sur ce domaine-là. Il n'est pas sur la promesse. Il joue sur la question de la peur par rapport effectivement à l'envahissement de l'IA. Il est un petit peu
il y a de l'ubiquité dans ce qu'il raconte. Donc je le mettrai pas dans le panier des Ray Kurzweil et Tony Seba ou autre. Non, pas tout à fait. Par contre, après, je pense qu'il fantasme complètement. Je pense qu'il croit pas tout à fait à tout ce qu'il dit. Voilà. De ne pas rater ni Dieu ni maître, de Tancrède Ramonet, par exemple. Et de ne pas hésiter à se remettre en question sur ce qu'on a pu apprendre à l'école, apprendre à la fac, apprendre jusqu'à maintenant, pour regarder l'histoire avec un autre angle, avec une analyse totalement différente. Et du coup, tout paraîtra certainement beaucoup plus logique. Les jeunes générations, moi je dirais que il y a beaucoup de combats qui méritent d'être menés. Et chacun va être animé par... va commencer un engagement d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de ce qui t'a indigné en premier, qui ensuite te fait prendre un certain parcours. Donc ça peut être un truc par rapport aux migrants, ça peut être qu'on n'accueille pas assez bien, ça peut être un truc par rapport à l'injustice sociale, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur plein de choses. Mais je pense qu'il faut vraiment relier toutes les luttes à celle du climat. Et je dis pas parce que moi, la météo, ça m'a jamais passionné. Je suis pas un passionné de météo ni de climat. Je suis pas un passionné de climatologie. Mais vraiment, je pense que la situation écologique est ce qui détermine tout le reste. Donc, des fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérisoire à mener des batailles avec énormément de détermination si on ne fait pas le lien avec l'horizon commun qu'est le nôtre. Est-ce qu'on va pouvoir juste continuer à vivre sur cette planète? On est en train de résister pour garder des droits ou de se battre pour avoir des droits qui de toute façon seront balayés par des forces qu'on ne maîtrise pas, qui sont celles de la nature qu'on dérègle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les combats de côté et batailler que pour le climat. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que la manière dont on s'engage dans tous ces combats, pour la solidarité avec les migrants, pour la justice sociale, pour des emplois justes, avec une réduction de temps de travail, etc., doivent être menés avec un horizon commun qui est la préservation de la situation écologique de la planète. Parce que c'est la première condition qui nous permet de vivre. Continuer à vivre joyeusement tout en dans sa vie perso, tout en ayant conscience de la gravité de la situation et donc s'engager. Ne pas se laisser abîmer, ne pas se laisser noircir par la gravité de la situation. Voilà. Dans sa vie personnelle, continuer à vivre tout ce qu'il y a de génial. Et puis, par contre, ne pas refuser l'obstacle, ne pas nier la gravité de ce qui se passe autour de nous, et donc s'engager avec d'autres pour faire bouger les choses. Et on peut prendre son pied en s'engageant. C'est de façon moins vulgaire, c'est Søren Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard, qui disait « Une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante ». Et je crois qu'au lieu de nier les problèmes, on peut se dire, c'est pas de ma faute, c'est pas un problème de mauvaise conscience perso. T'es en train d'absoudre ton âme, là? Non, mon âme va très bien, n'a pas besoin d'être absoulue de quoi que ce soit. Non, c'est juste que je pense qu'il faut mauvaise vraiment... conscience? Non, j'ai pas du tout mauvaise conscience, je me sens absolument pas responsable. Nous sommes collectivement responsables, nos parents, nos grands-parents, et ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient. Donc mon problème n'est pas du tout, c'est pour ça que l'expression de Kierkegaard, le début, c'est pas une mauvaise conscience, moi je n'ai pas du tout une mauvaise conscience, mais l'idée que ça peut rendre la vie intéressante, qu'il y a plein de gens qui s'ennuient, ou qui se vident la tête à regarder des conneries, tellement leur vie est ennuyeuse, et que le fait de prendre à bras le corps les problèmes, la question du climat, la question de la diversité, la question de la justice sociale, la question du dialogue nord-sud, le fait de se dire putain ça peut rendre la vie intéressante. On rencontre des gens intéressants, on se sent vivant, on voit aussi nos faiblesses, que tout seul on n'y arrive pas, mais le fait d'agir avec d'autres pour changer le monde peut rendre la vie intéressante et encore plus joyeuse. Le conseil pour les jeunes générations? Je crois que je dirais d'abord ne pas désespérer et surtout, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est laisser votre folie, ayez confiance dans votre folie. Donc si on vous dit t'es trop fou, au contraire, je dirais continue au contraire à essayer dans cette piste-là. Et ensuite, dans cette folie, tout ce qui est un peu marrant, qui est un peu créatif. Et quand même, je dirais, j'espère qu'ils ont perçu ces messages aussi bien du Dalai Lama que du Crapaud Fou, qu'il faut quand même revenir à la question fondamentale, qui est vers quoi va cette espèce, donc ces trois tsunamis. Quel est le monde qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut Black Mirror ou est-ce qu'on veut Bright Mirror? Et j'espère qu'ils ont au moins perçu que la réponse est dans leurs mains. Un conseil, t'as dit, c'est ça? Un conseil pour les jeunes générations. Moi, je dirais,
Comme ça, à chaud, sans réfléchir, je dirais cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. C'est une phrase que je prends à Isabelle Ebrard, qui est une belle écrivaine, qui est quelqu'un qui marchait dans le désert, tu vois. Et quand on n'a jamais marché dans le désert, on ne sait pas ce que c'est que la vie, en fait, parce qu'on a la tête dans le guidon. Moi je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, lycée Pasteur, classe préparatoire, maths sup, maths spé, école d'ingénieur. J'ai même pas fait de postdoc, j'ai été recruté tout de suite comme chercheur. Bon, je sais pas si je suis devenu un vieux con, hein, peut-être que oui, mais si c'est pas le cas complètement, je pense que je suis un miraculé quelque part. Non pas que je me prenne pour un type extraordinaire, loin de là, mais juste comme capacité à être un peu en porte-à-faux par rapport à soi. Et donc, ce que je dirais vraiment aux jeunes, c'est, quelle que soit la route que vous empruntez, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. Même si c'est pas rentable, même si vous n'y voyez pas de retour immédiat, de bénéfice immédiat, s'il n'y a pas d'errance. Mon ami Claire Denis, qui fait le film My Life, là, qui va sortir, que je trouve génial, Claire Denis, je parle, on lui demande tout le temps, pourquoi t'as pas fait ton premier film à 25 ans? Il me dit, parce qu'à 25 ans, je fumais du shit avec mes potes, moi, c'est après que j'ai envie de faire du cinéma. Et c'est peut-être la plus grande réalisatrice française aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut fumer du shit, hein, j'y ai jamais touché. Mais je veux dire, le droit à l'errance, il est vital, et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Un truc que j'ai bien aimé, que m'a dit Yves Cochet, un jour on avait une interview ensemble, il a dit ne restez pas seul. J'ai bien aimé, parce qu'effectivement on prend quand même une sacrée baffe dans la figure quand on comprend, et donc c'est essentiel psychologiquement de ne pas être seul. Faire une chaîne YouTube. Pardon? Ou de faire une chaîne YouTube. Ouais, enfin, quelque part, il faut avoir, c'est l'équivalent des alcooliques anonymes, quoi. Faut avoir des gens à qui parler. Les intellectuels anonymes, plutôt. Ouais, ou les stressés anonymes, ou les réalistes anonymes. Ou les décarbonisants anonymes, ou les, je sais pas comment on peut les appeler, mais et du reste pas anonymes, il faut mieux se connaître. Mais donc, parce que c'est important de créer quelque part une communauté d'intérêt autour de ce genre, autour d'un sujet quel qu'il soit, parce qu'on se décale par rapport au reste du monde quand on comprend ce qui se passe, toujours. Donc on sort, Matrix, quoi, on sort des communautés existantes. C'est-à-dire si je suis, pour prendre une population que je connais un peu, c'est pas pour être élitiste, je suis jeune ingénieur dans une boîte et puis je me prends le seau d'eau froide sur la tête, tout d'un coup je me désolidarise de fait d'une partie des gens avec qui je bosse, parce que c'est la course à l'échalote dont on parlait tout à l'heure, et puis je commence à me dire à quoi bon, etc. Donc j'ai impérativement besoin de recréer une autre communauté à côté où je me sens bien. Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir des projets collectifs. C'est aussi, en fait, l'action crée l'espoir. L'action sort du rêve. Oui, mais l'action crée l'espoir, et ce qui tue l'espoir, en fait, c'est de démarrer une action dont on pouvait dire à l'avance qu'elle ne pourrait pas marcher, justement parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre dans quel univers on évolue. Mais à partir du moment où on démarre quelque chose qui peut marcher, à ce moment, l'action crée l'espoir. Voilà. Donc c'est important aussi de faire des choses, pas nécessairement très amples, pas nécessairement, etc., et de faire des choses de manière collective. Conseil à leur donner qui est, moi, ma perception, c'est que la jeune génération est tentée par, d'un côté, une espèce de désespoir profond face à la gravité de la situation, de l'autre, l'envie de faire un procès définitif à la génération du dessus, sur le thème, vous nous laissez une planète inhabitable, criblée de dettes, où on n'aura pas de travail. Enfin, c'est la génération ninja, quoi. No income, no job, no asset. Je comprends très bien cette colère-là, et elle me semble en grande partie justifiée. Il reste que cette jeune génération ne pourra pas tout faire toute seule. Elle a besoin absolument de trouver des alliés dans la génération du dessus. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, j'apparais comme me mettant moi-même comme candidat pour être un de ses alliés, et c'est vrai, mais je pense qu'elle doit absolument faire un discernement pour savoir qui, dans la génération du dessus, est un allié peu aidé, et qui n'est pas un allié. Voilà. Et donc un ennemi. Et un ennemi. Et donc, si elle ne fait pas ce discernement-là, et qu'elle envoie tout le monde à la guillotine, elle va elle-même être confrontée à des problèmes monstrueux qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule. Je ne crois pas. Il y a un fantasme là de la solution expéditive dont il faut faire le deuil. Peut-être que c'est une manière de me sauver moi-même, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, je fais la même expérience moi-même avec la génération du dessus. On ne peut pas tout faire tout seul et tout résoudre tout seul. On a besoin aussi de l'expérience des autres, y compris la génération d'avant. Et donc, il y a un vrai travail de discernement à faire et un travail de conviction. Voilà. Ce qui n'empêche pas de garder intacte et très vive la colère de la jeune génération aujourd'hui, au contraire.
C'est une citation que j'aime beaucoup de Wilson, qui est un de mes héros, un biologiste spécialiste des fourmis. C'est lui qui a rendu populaire le terme de biodiversité. Et il dit là récemment « Aujourd'hui, l'humanité est comme un rêveur ambulant pris entre les fantasmes du sommeil et le chaos du monde réel. Nous avons créé une civilisation Star Wars avec des émotions de l'âge de la pierre, des institutions médiévales et une technologie déifiée. Nous sommes affreusement troublés par le simple fait d'exister et nous représentons un danger pour nous et pour le reste du vivant. » Un grand biologiste, il doit avoir 90 ans aussi. Et moi, ça me fait penser pour les jeunes générations, il faut deux choses. C'est aussi ce que dit Joanna Macy, une éco-psychologue américaine. Elle dit qu'il faut de la sagesse et de la compassion. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est des anciens. C'est vrai que c'était vraiment un plaisir et je suis très impressionné de vous avoir rencontré, Jacques. C'est aux jeunes de chercher des anciens qui vous font grandir, qui vous initient à l'âge adulte. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Et c'est précieux. Un conseil pour les jeunes générations, Jacques? Être soi-même. C'est le conseil d'ailleurs de Socrate. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Honnête, savoir s'analyser et choisir des buts à son niveau. Mais je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de fédération, il y a une manière possible pour la jeunesse de participer à notre civilisation et qui est tout à fait nouvelle parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'iPhone, il y a le big data, il y a toute une série d'armes qui sont à la disposition de tout le monde. Et donc ces armes, il faut les saisir et ça veut dire vraisemblablement imaginer de nouvelles structures sociales, comme par exemple la fédération. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, tout ça c'est à faute du capitalisme, etc. Je ne pense pas que ça soit dans le jeu politique habituel et dans les idées politiques habituelles que la jeunesse puisse trouver aujourd'hui un engagement enthousiasmant. Bien, tout à l'heure, je vous ai dit que le monde était livré à une sorte de combat entre Eros et Thanatos. Et je vous dirais que, bien entendu, plus ils prennent le parti de tout ce qui est fraternel, de tout ce qui est amour, plus ils seront bien, même à travers les périls. Mais la chose que je leur dirais aussi, c'est que certainement, ils vivent une situation de précarité, souvent, d'incertitude quant à leur avenir. Mais je leur dirais, c'est vrai, mais que moi aussi, je suis d'une génération qui a vécu beaucoup d'incertitudes, avec en plus la guerre et l'occupation. Et dans le fond, on est dans une aventure humaine qui a toujours été tourmentée et dans laquelle on est inséré, qu'on le veuille ou non. Alors, je veux dire, sachez que vous êtes un moment dans cette aventure, que vous y participez. Essayez d'y participer de la meilleure façon. Et je leur dirais aussi, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne? Une vie bonne, c'est une vie où l'on peut épanouir ses propres aptitudes, ses propres aspirations, mais au sein d'une fraternité, d'une communauté et de l'amour. C'est pas l'égoïsme fermé, c'est pas se fondre dans une communauté fanatique et croyante, c'est à la fois l'un et l'autre ensemble. Je dirais, vivez, ça c'est la vie, allez dans ce sens. Voilà ce que je leur dirais. Ce que j'aimerais, c'est que chacun vraiment mette le mot éthique au cœur de chacune de ses décisions. Ça change tout. S'il y a un conseil, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'on n'est pas du tout éduqué dans le bon sens. On nous apprend à être poli. C'est bien la politesse. J'ai déploré en début d'interview que certains ont manqué, même pour exprimer leur désaccord. On nous apprend à être soumis. Oui, bien sûr. L'école, c'est l'école de la soumission. Celle à laquelle vont nos enfants aujourd'hui. Cette école commence pas à la maternelle, parce qu'on a
là encore des méthodes pédagogiques, encore de développement personnel, mais dès le collège, ça devient l'école de la soumission. On nous apprend une forme de respect qui... J'adore le respect, hein, tu as compris, dans les rapports humains. En revanche, je crois qu'on doit tous être élevés avec la capacité à contredire, à mettre en question ce qu'on nous dit comme une vérité. On doit être tous habitués, éduqués à interroger cette vérité qu'on nous présente comme telle. Savoir dire non. Je pense que notre liberté, elle est là aujourd'hui. Dans un univers où, une société où nos libertés sont de plus en plus restreintes, il nous reste une petite marge. C'est celle qui consiste à dire je refuse cela. Et je crois que la vie se fait beaucoup plus par refus que par acceptation. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils continuent à rêver. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de pourrir la tête de notre jeunesse à lui faire croire que plus rien n'est possible, que tout est figé. C'est faux. Je veux dire, le monde leur appartient. Et il faut continuer à rêver. Et il faut que personne ne pourrisse leurs rêves. Parce qu'ils ont les moyens de changer le monde. Et on va changer ce monde, tu vois, avec eux. Voilà. Et j'aimerais qu'on arrête de mettre cette jeunesse de côté. J'aimerais qu'on arrête d'être content, ou en tout cas, pas si on n'est pas content, en tout cas de trouver une tolérable, qui est 25% de nos jeunes qui soient au chômage chez nous, 40 à 45% des pays d'Europe du Sud. J'aimerais qu'on arrête de mettre de côté notre jeunesse. Et je voudrais qu'on puisse dire à notre jeunesse qu'elle a le droit, elle doit, elle peut continuer à rêver. Et que le monde lui appartient. Isabelle Saporta, merci. Merci.